C'est un défi immense, mais un challenge passionnant. C'est vrai, rendre cool quelque chose d'important et de pesant, c'est ce qui motive, voire excite, des vulgarisatrices et vulgarisateurs comme moi. Mais on sait tous qu'on est très loin d'avoir réussi ce fameux challenge utopique. Aujourd'hui, les citoyennes et citoyens ont principalement accès à un lien avec les sciences du climat de deux manières. Soit par une voie très verticale, c'est-à-dire la recherche scientifique brute et très dure à comprendre, soit par une seconde voie, toujours aussi verticale, celle des discours moralisateurs par la peur ou la colère. Alors, pour la première voie, les discours du GIEC par exemple, ont beau être la plus impressionnante méta-analyse jamais réalisée dans toute l'histoire de l'humanité sur une question scientifique précise, ces rapports sont évidemment imbitables pour le grand public, même les résumés pour les décideurs et décideuses. Pour nous scientifiques, faire appel à la logique et à la raison, ça semble quand même être la bonne manière de faire, mais c'est le cas entre scientifiques seulement. En fait, en faisant cela, on sacralise quelque part la connaissance et on en fait quelque chose qui n'est par essence pas accessible à tout le monde. Et on va voir en quoi c'est problématique juste après. Pour la seconde voie, même les discours comme celui de Greta Thunberg ou d'Aurélien Barraud, qui sont pourtant plébiscités énormément par les écolos, de mon point de vue, argumentés par la peur ou la colère, en tant que vulgarisateur, c'est peut-être pire que tout en fait. C'est un type de discours où l'on fait encore plus convaincre les personnes qui sont déjà de notre côté et où on sépare encore plus les personnes qu'on cherche justement à convaincre. Du coup, en termes de contre-productivité, on est pas mal, et plus subtil encore, des personnes comme Aurélien Barraud, encore une fois, ou Alain Damasio, sont très doués avec l'abstrait et les concepts. Et tant mieux pour eux, c'est une bonne chose, c'est une belle chose même. Mais en l'utilisant dans leurs argumentations, toutes les personnes qui aiment le concret, et c'est quand même souvent le cas du grand public, ne vont pas pouvoir incarner leur discours, ce qui est tout autant problématique, ou en tout cas limitant. Alors bon, pour l'instant c'est pas très réjouissant, et vous vous demandez peut-être comment je vais conduire la suite de la vidéo, mais en fait on peut garder espoir, et voilà pourquoi. Ce graphique présenté au congrès de recherche Science and New, c'est moi qui ai directement pris la photo, parce que j'ai eu la chance d'y aller, montre quelque chose de fascinant, enfin je trouve, personnellement. On a demandé pour cette étude à plus de 26 000 résidents et résidentes de l'Union Européenne une question, enfin en tout cas de répondre à une question. Quelles sont les problématiques parmi celles-ci pour lesquelles il faut se pencher au plus vite sur les problèmes qui leur sont liés? Et loin devant le sport, et surtout aussi surprenant, loin devant la politique, et aussi la culture et les arts peut-être malheureusement, quoique c'est un débat, c'est la question environnementale et écologique, suivi de très près par la question de la médecine, de la santé, et juste après la question des découvertes scientifiques et techniques, qui intéresse le plus les résidents et résidentes de l'Union Européenne. Alors je sais pas vous, mais je trouve ça super encourageant. En fait, il semble y avoir une décorrélation, décorrélation, ça se dit? Je sais pas si c'est le mot. Si, j'ai noté comme ça. Bon. Il semble y avoir une décorrélation entre le temps médiatique donné à un sujet et les attentes du grand public. En réalité, l'hypothèse est même qu'il y a une décorrélation dans notre cerveau entre le temps médiatique que notre morale et notre logique, notre raison souhaiterait avoir, et le temps médiatique que notre dopamine et notre plaisir a vraiment envie d'avoir sur un sujet donné. Et on parle souvent, parfois, on parle de dissonance cognitive. Et je crois que c'est exactement ici qu'il faut agir si l'on veut rendre plus cool les sciences du climat et de l'écologie et de biodiversité, la nature, tout ça. Et du coup pourquoi? On y répond maintenant. Si on arrive à confondre morale et plaisir en les fusionnant, on pourrait utiliser le côté impulsif du premier pour faire passer les valeurs du second. En gros, prendre du plaisir à étudier des choses intéressantes. Et notez bien qu'on parle juste ici des sciences du climat, pas du débat et de la question du climat en général. Pourquoi le côté scientifique? Il s'agit bien de démocratiser le sujet, que les citoyennes et les citoyens puissent tous et toutes le comprendre, l'assimiler et en tirer parti. Puisque l'une des bases de la psychologie humaine, c'est que l'on protège toujours mieux ce que l'on comprend. On vous laisse le temps de la voir celle-ci, mais elle est vraiment cool et elle est surtout vraie. Véridique. Ok, alors comment rendre cool les sciences du climat? Je savais pas forcément trop comment prendre la vidéo au départ. Je savais juste que j'avais vraiment envie de parler du sujet. Du coup, je vous invite directement à mettre en commentaire si vous avez des idées sur le sujet. Moi, je lirai tout. Je répondrai même, ou même partir en débat si vous voulez. Mais je pense que c'est super intéressant que moi j'ai aussi votre avis si vous avez des bonnes idées sur la question. Et en attendant, je vais vous lister très rapidement plein de petites idées que j'ai eues sur le sujet, en tout cas de choses que j'ai pu lire et voir. Et au plaisir que vous puissiez piocher dedans pour réutiliser tout ça. Ou à défaut, merci d'avoir écouté la vidéo. Ok, on est toujours bon au niveau de son. Remplacer un jour férié catholique
par un jour férié à thème. La Pentecôte, l'Ascension, l'Assomption et les autres, je vais pas vous mentir, c'est tout simplement pas ma culture. En fait, je sais même pas ce que ça signifie la Pentecôte, hein. Même en l'ayant lu, je ne comprends pas pourquoi fêter. Bref, c'est pas le débat non plus, mais je trouve vraiment que la journée de la biodiversité, ou la journée du climat, ou encore la journée de la Terre, ou il y en a sûrement plein d'autres, je suis certain que rendre ces jours fériés à la place de ces jours catholiques aurait tellement plus de sens pour toute une génération. Et on avait déjà parlé dans cette vidéo, juste ici. Voilà. S'inspirer d'Instagram. Oui, d'un point de vue neuroscientifique, ces applications-là sont tellement bonnes pour retenir l'attention des gens qu'on en vient à avoir des manifestations de comportements qui ressemblent à l'addiction ou en tout cas à la dépendance. Le plaisir de dévorer à l'infini des belles photos. Et bien justement, est-ce qu'on pourrait pas prendre à contre-pied le cercle vicieux pour le rendre vertueux et faire passer à l'intérieur des connaissances et des valeurs sur les sciences du climat? Alors on connaît le succès de comptes Instagram comme celui de Florence Delry ou encore de Camille Etienne, mais peut-être qu'on pourrait aller encore plus loin, et ça c'est le point suivant. Point suivant. Je tente des transitions, c'est n'importe quoi. Les approches art et sciences. Si vous avez suivi récemment la chaîne, vous savez qu'on est en train de préparer, avec Renaud, une exposition immersive pour sensibiliser via l'émerveillement. Alors, nous, c'est dans le cadre du monde microscopique, mais on utilise par exemple des cellules cancéreuses, le cancer, les tumeurs, ça fait peur, etc., pour les montrer de manière magnifique, pour sensibiliser et montrer aux gens que ça peut être cool d'étudier le cancer pour ensuite, après, trouver des remèdes à ce cancer. Bah, est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire pareil avec le climat? Plutôt que d'essayer de sensibiliser les gens avec des photos dérangeantes, qui est souvent le cas quand on parle de climat, ou de violence animale, ou d'autres choses. Est-ce qu'on pourrait pas essayer, en plus, en parallèle, de montrer des images très artistiques du réchauffement climatique? Voilà, si quelqu'un est chaud, ou si quelqu'un connaît, parce que peut-être que je l'ai pas trouvé sur Instagram, mais si quelqu'un connaît quelqu'un qui a fait ça, je suis chaud. Tout autre sujet, s'inspirer du domaine du sport, et notamment du football. Bah oui, si on a souvent dénoncé que Messi pouvait avoir pris la lumière face au rapport du GIEC, malgré l'importance de ces rapports, et bah peut-être qu'on pourrait justement utiliser qu'est-ce qui fait l'aura du football. Le football ou les JO, il y a ce côté très massif, ce soulèvement des foules, où on est tous derrière un seul et même étendard, souvent en abolissant totalement des préjugés ou des stéréotypes. Est-ce qu'on pourrait pas avoir, je sais pas, même si c'est assez factice, des tournois d'équipes scientifiques où chacun pourrait choisir son équipe scientifique et il y aurait une question unique scientifique à résoudre et derrière le côté peut-être un peu tournoi, on pourrait à la fin mutualiser les connaissances pour vraiment agir sur un débat donné. Au hasard, le climat. Autre point, pourquoi pas organiser des conférences de presse qui reprennent les codes des conférences de presse sportives pour les rendre scientifiques, avec des scientifiques qui seraient interrogés par des journalistes de la même manière qu'on interroge des sportifs. Je sais pas, pourquoi pas. Sans transition, pourquoi pas faire des sciences de l'écologie, la biodiversité, le climat, une matière à part entière à l'école? On en avait déjà parlé dans cette vidéo-là, mais comme ça, moi, je redis au moins l'idée, si elle est cool. Surtout que, personnellement, j'aurais adoré avoir une telle matière à l'école. Et puis après les jeunes, les adultes, on a noté à tel point, quand le public comprend que quelque chose peut être bon pour la santé, cette chose-là devient souvent à la mode, entre guillemets. Eh bien, je pense justement qu'on n'insiste pas assez sur le côté santé des sciences du climat, à quel point le climat peut détériorer notre santé, via la pollution, les poumons, les cancers, etc. Pesticides, il y a très large le domaine. On a actuellement beaucoup de publicité sur les régimes pour perdre du poids ou pour prendre de la masse. Et bien peut-être que demain, on pourrait avoir des régimes spéciaux écologie ou climat, ou en tout cas ce qu'on mangerait dans notre assiette aurait un impact limité sur la planète. Et même si c'est déjà un peu le cas du bio, le bio ça reste bourré d'idées fausses et c'est très pseudo-scientifique quand même encore aujourd'hui. Peut-être qu'on pourrait aller plus loin encore une fois. Je note là pourquoi le bio c'est un peu limité, il y a aussi le côté local, on dit souvent le local, ah oui c'est meilleur pour la planète. Loin de là, tout est là, voilà. Yes. Il en reste deux. D'après le script, la preuve sociale. C'est un concept de psychologie qui théorise qu'on a plus de chances d'adhérer à une idée, une opinion ou à un principe, ou même à faire une action, si cela nous permet d'intégrer une communauté qui pense pareil. Exemple, pour mieux comprendre, acheter des Jordan ou regarder, faire gaffe au Nutri-Score sur les aliments, c'est une preuve sociale. Et de preuve sociale à pression sociale, il n'y a qu'un pas, vous l'avez sûrement deviné, mais si encore une fois on l'utilise pour la bonne cause. On pourrait forcer les gens à comprendre ou vouloir comprendre le climat et les sciences qu'il y a autour, si cela permet d'intégrer une grande communauté. Ne serait-ce que prendre l'exemple du Nutri-Score, peut-être qu'on pourrait avoir un écolo-score ou un climato-score pour vérifier à quel point les aliments respectent des normes de climat, même si j'ai l'impression encore qu'il faudrait qu'on trouve un meilleur mot, parce que c'est pas très... Climato-score, ça fait vraiment trop climato-sceptique, je crois.
Si vous avez des idées, en commentaire directement. Et je finirai sur un truc tout simple, mais pourtant tellement souvent délaissé en termes de vulgarisation par les grands médias. Il ne faut pas prendre des gens pour des idiots. On l'a vu avec la stratégie de communication du gouvernement, notamment par rapport au Covid. On a donné beaucoup d'informations et surtout des mesures à respecter, notamment dans la loi, sans donner les raisons derrière tout ça. Sans explication, sans vulgarisation, sans démocratisation des sujets. Si on prenait dans ces spots publicitaires par exemple juste quelques minutes, très rapidement, pour expliquer ce qu'est un vaccin, comment ça fonctionne, comment fonctionne un masque, la contamination, comment fonctionne un gel hydroalcoolique, je veux dire scientifiquement, biologiquement. Je le redis, mais on protège toujours mieux ce que l'on comprend. Et bah peut-être qu'on pourrait anticiper par rapport au climat ces choses-là si on prenait juste 2 minutes pour expliquer comment l'air, l'atmosphère peut se réchauffer, comment les océans peuvent s'acidifier. Démystifier, c'est ultra important. C'est même un de mes premiers objectifs en tant que vulgarisateur. Et ça devrait être un de vos premiers kiffs en tant que citoyenne et citoyen. Sur ce, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, c'est ce qui m'aide le plus sur la chaîne. En commentaire, je suis ultra présent, n'hésitez pas à aimer aussi. Évidemment, à vous abonner. On se dit à la prochaine fois. Ciao.